Et nous sommes en ligne. Bonjour à tous, bonjour Internet, bonjour YouTube, bonjour Twitch, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien en ce samedi 22 mars. Et j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Salut à toi Dadou, comment vas-tu? Salut, ça va très bien. Bah écoute, depuis hier soir, on a fait un bon petit live sur Monster Hunter Wilds. Bravo à mes trois compères, hein, c'est surtout eux qui ont beaucoup plus parlé parce qu'ils ont vachement plus pensé le jeu. Mhm. Donc non, c'était quand même intéressant parce que il y avait mon point de vue voilà de nouvel entrant qui apportait un peu un côté qu'ils n'avaient pas forcément parce qu'ils étaient plus vétérans de la licence et donc bah voilà, c'était cool, hein. Et toi, ça va? Bah écoute, nickel, nickel, hein. Toujours des semaines hyper chargées, je pense que ça vous avez pris l'habitude. Ouais. Mais non, ça va bien, puis pareil. Alors j'avouerai qu'aujourd'hui je serais bien resté à la maison me reposer, mais ce sera pas le cas. Je vais bosser un petit peu cet après-midi. Ah Mais ouais. bon, c'est comme ça. Et sinon, bah salut Hydra, salut Ranek, salut le H, j'espère que vous allez bien. Au rendez-vous comme d'habitude. Hydra, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Et d'ailleurs, t'as changé ton pseudo? Hydra No Skill. Ouais, c'est ça, il s'est marié avec No Skill maintenant, donc il a changé de C'est pseudo. ça. J'espère que tu vas bien Hydra, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu du coup. En tout cas, les amis, installez-vous bien, confortablement. L'émission démarre. On a pas mal de sujets cette semaine, dont certains qui sont assez sérieux. Moi, je vais vous dire, sur ma partie à moi, je vous avoue que il y a quand même des choses qui sont un petit peu tendues et sur lesquelles je trouve qu'il va être important de parler parce que bah, le monde va mal, hein, tout simplement. Donc, il y a des sujets, il faut comprendre un peu leur contexte, leur moment, etc. Mais avant de rentrer dans du drama, on va d'abord passer sur du contenu un petit peu plus léger. Ah, en général, tu es là en fufu. Ah, tu viens de nous... Mais il y en a beaucoup en fait, c'est pareil. Hier, je discutais avec un peu de monde. Et j'en ai trois quatre qui me disaient, mais en fait, qui viennent, mais qui sont pas forcément connectés avec leur compte. Donc en fait, on les voit pas dans les statistiques. Mais parce que c'est pas des grands habitués en fin de compte du contenu Twitch. Par contre, ce sont devenus des habitués en fin de compte du Home Morning. Donc voilà, on en a quelques-uns comme ça, en mode fantôme. Bah écoute, ça fait plaisir en tout cas que tu sois là et de nous passer un petit coucou. Et comme d'habitude, à la fin de l'émission, hein, si vous avez un peu de temps et autres, n'oubliez pas, avec Dadou, on se connecte en général sur le Discord et on prend le temps de discuter un petit peu avec tout le monde, soit du contenu de l'émission, soit d'autres choses, si vous voulez passer. Mais sinon, je vous propose, les amis, qu'on attaque directement l'entrée du Home Morning. Et on va commencer, comme d'habitude, avec des sujets... Tac, les sujets Housing. Et pour commencer avec les sujets housing, donc hier soir on a eu cette très belle émission du coup sur Monster Hunter, donc qui a été préparée par Ranek et puis co-animée avec Dadou, Drakan et Dark Dragon Dragon. du coup. Beau Dragon. Donc émission qui pour une fois, émission de Ranek, s'est terminée plus ou moins à l'heure. Enfin c'est terminé à l'heure. Putain, ouais, j'ai vu, vous avez fini genre 5-10 minutes après que je sois parti, quoi. Même Incroyable, pas, c'est. même pas. T'es parti, en fait, t'as déco. Et au moment où t'as déco, dans les 30 secondes qu'on suivit, il a fait l'annonce de la fin de l'émission. Ah, d'accord. Voilà. Excellent. C'est juste que toi, t'as voulu jouer, je sais pas, à la montre suisse et, et partir à 23. Ah, Non, ouais, mais ouais, moi, quand je dis un truc, ouais, c'est pile Paul précis. donc voilà, donc émission que vous allez retrouver sur YouTube durant la semaine. Et pour les autres, sachez également que l'article est disponible du coup sur le site internet. Cet article, n'oubliez pas, a une petite particularité quand on fait ce type d'émission, c'est que vous avez un système de votation en ligne directement qui est toujours ouvert, donc qui peut toujours être actualisé. Et donc si vous avez joué à Monster Hunter Wild, si vous avez regardé des streams ou juste vous vous êtes intéressé au jeu, vous avez tout simplement un petit sondage qui est à disposition et sur laquelle vous allez pouvoir en fait intervenir et vous allez pouvoir réagir, tout simplement. Est-ce que tu peux le mettre en lien dans le chat éventuellement pour. Ah, bah Ouais, voilà, tu vas le partager, nickel.
Oui, C'est oui, bon. il est partagé. Donc il est dispo dans le lien, sur le lien Twitch, si vous voulez venir le voter et tout. Et voilà, c'est un peu le concept de l'émission de Ranex, c'est-à-dire qu'on débat sur le jeu vidéo, on vous en parle, on vous donne notre avis. Mais après, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas notre avis à nous, parce que bon, ça, on le connaît, on discute déjà entre nous en off, mais on cherche surtout vos avis à vous. Donc si vous êtes un joueur de Monster Hunter, je vous invite à aller faire ce petit sondage. Ça permet en plus de soutenir la chaîne et de voir que le travail que l'on effectue n'est pas fait dans le vent. Donc voilà. Et en dehors de ça, si vous êtes amateur de ce genre de contenu et autres, sachez qu'on a quand même voilà, une petite collection d'articles qui commence à se faire au final. Donc Monster Hunter pour le dernier, Final Fantasy VII, donc le remake la fois précédente. On a parlé Stellar Blade, on a parlé Astrobot et on a parlé de Legend of Zelda. Et pour Les le 5 jeux, prochain, c'est des jeux japonais, quoi. 100% Japon, l'instant, c'est... Ah non, eh il y a ben, coréen, je suis con, c'est l'arbre coréen, autant pour moi. Oula, pardon. coréen. Et J'ai... pour le prochain, je lâche pas trop d'infos. Mais hier soir, on a évoqué potentiellement un jeu de France Power pour la prochaine émission. Tu dis rien, Dadou? Prochain jeu de From Software? Ah non, on Bah, va pas parler. La prochaine émission, ce sera sur un jeu de France Power. Bah, je sais pas, qu'est-ce qu'il va faire le On verra. DLC, c'est Sekiro. Bon, il nous dira. Tu sais que moi j'avais pensé qu'il allait peut-être faire Xenoblade Chronicle X. Et que s'il faisait Xenoblade Chronicle X, je suis pas sûr, j'aurais peut-être accompagné, mais à voir. Après, si Ranek, tu pars sur autre chose, pars sur autre chose. Hein. Hmm. Bah ça, de toute façon, vous allez le découvrir et le voir au fur et à mesure. Mais d'ailleurs, du coup, en parlant de From Software, j'en profite pour faire la transition. Et on va passer directement au sujet jeux vidéo, actu et séries, et on va reparler de ce cher Elden Ring, donc le jeu de cœur de Dadou, du coup. Alors, on va pas spécialement en fait parler de Elden Ring en soi, mais plutôt en fait du prochain titre de Naughty Dog, The Heretic Prophet, voilà, donc qui, comme l'a indiqué dans ce post ou qui a été relevé dans une interview, aurait une liberté donc très fortement inspirée de Elden Ring, donc selon Ben Hanson qui a confirmé ça à notre semaine d'information dans son émission Mind Max Show. Un jeu alliant donc le savoir-faire indiscutable de la narration à la Naughty Dog et la liberté d'un Elden Ring, ça peut donner un cocktail assez intéressant. Donc comme il nous dit, moi je suis très curieux en plus de ça de voir. Et c'était pas la première fois que Neil Druckmann donc avait parlé de Elden Ring, puisque dans une interview précédente, chaîne d'ailleurs si tu peux la partager directement, j'avais donc relevé ça à l'époque, puisque quand le jeu était sorti, donc il avait donc salué le travail en fait de From Software et donc de Miyazaki, oula, j'ai du mal ce matin. Et c'est vrai que là-dessus, il voulait déjà donc dans son prochain titre donc partir un peu et s'en inspirer. Et tout le monde avait été un peu surpris déjà à l'époque en disant oui, mais le mec il fait des jeux narratifs, dirigés et tout. Bah ouais, mais on peut très bien changer. Pourquoi toujours faire la même chose? Et donc c'est vrai que là ça peut être intéressant. S'il arrive à associer donc la technique, la mise en scène scénaristique donc des titres Naughty Dog. Alors je parle bien de mise en scène parce que moi j'ai été un peu déçu du scénario de Last of Us 2 avec le départ de Amy Hennig, mais par contre ouais ça peut quand même être pas mal en termes voilà de côté de réalisation. À cela s'ajouterait un monde explorable inspiré un peu des Breath of the Wild et aussi donc de Elden Ring avec très peu d'indications. Il y a d'ailleurs le prochain jeu qui sortira en septembre, Hell in Us, qui va s'en inspirer. Donc c'est quand même cool de voir qu'il y a de plus en plus l'influence enfin de Elden Ring qui commence à se faire ressentir. Donc franchement, je suis très très curieux de voir qu'est-ce que ça va donner, parce que bon, on a vu un trailer mais pas trop de gameplay pour l'instant, donc là-dessus il y avait quand même pas mal de claques techniques, hein. C'est Naughty Dog, hein, c'est un studio qui est très fort là, à ce niveau-là. Par contre, ouais, voilà, franchement, à voir après de ce que ça donnera, en tout cas, ce titre intergalactique, parce que s'ils arrivent à faire un subtil mélange entre le bon côté narratif des Naughty Dog et le côté exploration, gameplay des FromSoft, on peut avoir un GOTY éventuellement. Et on salue mon petit Darez. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi. En tout cas, c'est cool. Je sais pas Salut si t'es Darez. toujours au bled ou si t'es rentré, que t'es au boulot ou si t'es sur la lune peut-être. Dis-nous tout.
Donc, à voir en tout cas ce que ça donnera, mais ça peut être très très intéressant et je pense que ça peut intéresser quelques personnes parmi vous dans le chat. Pas toi, Shen, parce que c'est pas un jeu multijoueur, donc maintenant j'ai arrêté de te poser la question. Maintenant, je pense que Oui, tu as donc compris, du coup. là, donc oui, bah, pareil, un nouvel article que j'avais relevé aussi à l'époque. Donc voilà, cette information, elle ne sort pas de nulle part. Il y a déjà eu plusieurs articles où Neil Druckmann a mentionné le travail de Miyazaki, a voulu s'en inspirer pour son prochain titre. Donc je pense que voilà, c'est plus que confirmé et on verra bien ce que ça donne. Non, au taf. Ah bah ok, d'accord. Ah bah super. Bah bon courage à toi, amuse-toi bien. C'est- Bon courage à toi, du coup. Voilà, vous pouvez faire des petits cœurs pour Darius qui est au boulot, voilà, si vous voulez l'encourager. Et puis voilà. Du coup, autre sujet, autre élément que tu nous as sélectionné, c'est cet article du coup qui parle de Assassin's Creed Shadow et d'Ubisoft. Oui, parce qu'en fait, Assassin's Creed Shadow est sorti ce 20 mars, enfin, le grand GOTY 2025. Non, je déconne. Mais après, si vous l'aimez bien, il n'y a pas de souci. Ce jeu, c'est pas du tout ma cam. Mais par contre, ce qui est intéressant, en fait, c'est que Ubisoft, suite à la sortie du jeu, a mis en place un processus anti-harcèlement envers les employés avec donc différentes choses, de fait, par exemple, de ne pas s'exposer sur les réseaux sociaux, de masquer qui travaillent chez Ubisoft. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est assez scandaleux en apparence de voir qu'un studio comme ça doit mettre en place toute une campagne de anti-harcèlement. Et moi, je soutiens tous les développeurs là-dessus. C'est pas du tout une bonne méthode d'aller les insulter ou les agresser. C'est pas comme ça que les choses vont s'améliorer. Au contraire. Par contre, moi, ce qui m'agace aussi dans l'autre côté, c'est que Ubisoft, voilà, pourquoi en fait c'est eux qui ont à faire ça? Pourquoi par exemple c'est pas From Software qui doivent mettre des campagnes anti-harcèlement, d'autres gros studios, Rockstar ou je ne sais guère? Pourquoi c'est eux en fait? Bah, peut-être qu'ils ont des choses à se reprocher. Et le problème d'Ubisoft, en fait, c'est que depuis plusieurs années, en fait, ils font des conneries. Et à l'image des politiciens, enfin surtout en France, ils vont jamais dire on a merdé, c'est de notre faute, patin couffin. C'est non, ils sont méchants les gens avec nous, c'est des racistes, ce que vous voulez, des machins, c'est des salauds. Mais nous, par contre, on est clean. On est clean. Voilà, pourquoi on met une campagne anti-harcèlement? Et je pense que en fait, ça devrait faire partie de la stratégie politique de cette campagne anti-harcèlement, de dire que on a merdé avec les NFT, on va essayer de s'améliorer pour les joueurs, on va essayer de faire des choses, de faire une sorte de communication où ils montreraient un peu moins ce côté victimaire, mais un peu plus dans le sens de la responsabilité aussi. Parce que oui, Ubisoft bashing, eh ben, il y a des raisons. Il y a des raisons des fois qui sont justifiables. Donc, au-delà même du débat wokisme, pas wokisme, ils ont été dans toutes les mauvaises sauces dans l'industrie du jeu vidéo. Et en plus de ça, voilà, ils ont très rarement renouvelé, donc je vous l'ai dit plusieurs fois, avec la qualité. Bien qu'en janvier dernier, il y a eu quand même un bon jeu qui soit sorti, le Prince of Persia, qui a d'ailleurs eu le titre du meilleur jeu par les Pégases en France. Donc c'est l'équivalent des Césars hein, pour le jeu vidéo. Donc voilà, quand c'est bien, voilà, il faut le dire aussi. Hein. On Mais c'est passe vrai le bonjour à que Evili moi, voilà. également qui est connecté. Donc, je Et profite juste de salut. cette petite pause. Bien sûr, il n'y a pas de Coucou souci. Evili, j'espère que tu vas bien. De toute façon, alors Ranek qui nous dit ça c'est vraiment un truc de fou, les mecs insultent les gens et après ils s'étonnent de la shitstorm. Ouais, c'est vrai. Hein. Et puis d'ailleurs, il y a eu aussi une affaire avec, le gouvernement japonais cette semaine où il y a eu donc déjà le patch Day One où ils ont dû faire des modifications par rapport à des temples sacrés. Une sauce de plus, qu'est-ce que je voulais que je vous dise après, c'est Ubisoft. Hein. Pas ouf, mais on tient le coup, elle nous dit. Et bah, bon courage à toi, en tout cas, c'est gentil d'être passé. Et puis, bah, prends soin de toi. Hein. Plein de bonnes ondes, plein de bonnes énergies. Hein. Et vous, ça va? Bah, ouais, nous, ça va. Ouais, oui. Donc, bah écoutez les amis, moi ce que je peux vous dire pour Assassin's Creed, si vous voulez l'acheter, y jouer, faites-le, faites ce que vous voulez. Mais par contre, voilà. Il y a des trucs venant d'Ubisoft qui m'agacent un petit peu. En tout cas, voilà, comme je vous le redis à nouveau, s'il faut pas aller insulter les développeurs, ça sert à rien. C'est pas comme ça que les choses vont évoluer. Et surtout, voilà, mettez du temps et de l'énergie dans des choses que vous aimez, dans de la force. Je pense que voilà, moi j'ai assez parlé d'Ubisoft et d'Assassin's Creed pour l'instant, je suis un peu gavé quoi. Donc Rane qui nous dit, puis là ils sortent un simulateur de Johnny Somali à la place du AC Shadow Japon tant attendu. Pas mal la ref. Voilà.
Bah, Shen, je sais pas, toi, tu vas me sortir un mot dessus ou tu t'en fous? Je sais pas si. Ben, j'avoue que Assassin's Creed, tu vois, on parlait de jeux solo. Assassin's Creed peut faire partie des jeux solo qui m'intéressent de jouer. En revanche, c'est vrai que c'est pas les jeux que j'achète en mode Day One. Y en a, en fait, c'est marrant parce que tous les Assassin's Creed que j'ai eus, je les ai eus soit en offert, genre sur Epic Games et compagnie, soit quand je changeais d'ordinateur, genre par exemple, c'était celui avec les bateaux là, je crois que c'était Black Flag, c'est ça? Oui, oui, Black oui. Flag, par exemple, qui était offert avec l'achat de l'ordinateur à l'époque ou avec l'achat de cartes vidéo. Donc en fait, je n'ai jamais acheté d'Assassin's Creed en soi. J'ai toujours eu le moyen de les avoir gratuitement. Euh, C'est un jeu, Tu voilà, vas sur lequel je vais me lancer de temps en temps. Mais je vais le faire qu'une fois. C'est pas un tu vas jeu le sur voler lequel je peut-être. retourne. Hmm. Ça fera partie du concept méta. Non, tu le voles carrément. Tu commences déjà, t'infiles dans une boutique à la Assassin, tu voles le jeu. Exactement. Hmm. Faites pas ça Mais chez vous, c'est pas bien. j'avais bien aimé Black Flag, et là celui-ci en fait, à cause de l'univers en fait dans lequel on va être plongé, j'avouerai que c'est un jeu que je pourrais me prendre, même à la limite en promotion, mais pas plein tarif, ça c'est sûr et certain. Comment on va dire, moi j'ai pas aimé Ghost of Tsushima, donc je vais même pas me lancer dans Assassin's Creed Shadow. Ça, ça risque d'être trop violent. Par contre, moi ce que j'ai bien aimé, c'était le dernier épisode fait par les Bordelais, là, Mirage. En plus, c'était cool parce qu'il était court, il était pas trop cher. Donc moi, ça me parle beaucoup plus à Assassin's Creed Mirage dans le format plus classique et tout, même si il avait des défauts, hein, tu vois, que un gros à la Valhalla ou maintenant le Shadows, quoi. Justement, je préfère une aventure beaucoup plus ramassée comme Mirage justement. Donc je sais pas d'ailleurs s'ils continuent à faire des trucs comme ça, mais en plus de ça, Ubisoft, j'étais un peu pas dégoûté, mais déçu par le dernier Avatar. Donc j'ai vu un peu c'était quoi comme type de formule de jeu et tout. J'avais bien aimé Far Cry 6, mais si je le relançais aujourd'hui, je sais pas si je l'aimerais encore, tu vois, parce que c'est une formule vraiment qui m'a un peu lassé, quoi. Donc c'est pour ça. Voilà. Et puis il y a plein d'autres jeux à faire en fait, donc là-dessus c'est pas ma priorité. Hydra qui nous dit ah moi c'était avec le CM que c'était offert. Pareil, ah oui, carte mère, d'accord. Ouais, carte Pareil, mère. jamais acheté, toujours offert ou gratuit. Tu le prends de façon RP. Ok, d'accord. Donc, à voir pour l'évolution de ce jeu, à voir aussi l'évolution d'Ubisoft, hein, parce que Ubisoft, on le sait, s'est pas mal fait taper dessus ces derniers temps, à juste titre, j'ai envie de dire. Mais malgré tout, ça reste notre société bretonne préférée, même s'ils sont plus basés, même s'ils sont plus là-bas. Et donc, j'espère quand même que la situation va pouvoir s'améliorer auprès de l'entreprise, ou que celle-ci va pouvoir ouvrir les yeux sur la réalité de notre monde, et pas voilà, et pas que se focaliser en fin de compte sur leur petite personne ou s'auto-centrer sur leur développement. Autre sujet, autre des éléments que tu nous as sélectionnés, qui est une grosse rumeur qui aurait fuité sur internet. Et oui, puisque cette semaine, donc il y a eu une présentation donc sur une nouvelle interface de Xbox. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé sur le site? Eh bien, il y a eu une image qui a fuité, qui a ensuite été rapidement remplacée. Mais vous savez, Internet n'oublie rien. Et qu'est-ce qu'on a pu voir sur cette image? C'était que, bah voilà, donc en gros, je veux dire Ubisoft, Xbox est partout, dans les télés, dans les consoles et tout, parce que justement maintenant la stratégie de Xbox c'est de s'ouvrir au maximum sur le marché. Et, et donc, dans cette image que vous voyez là, il y a à un moment donné un petit onglet Steam. Et donc, il se pourrait que Steam soit prochainement intégré par Xbox. En plus de ça, le truc qui est assez rigolo, c'est que dès qu'il y a eu ça, ils n'ont pas démenti, ils ont juste hop, changé l'image de présentation. Donc c'est vrai que là-dessus, si demain cela se confirme, parce que pour l'instant, on prend les pincettes d'usage et on verra bien ce qu'il en est. Mais pour moi, là, si on intègre Steam dans les consoles Xbox, ça peut quand même être un game changer. Ça peut quand même apporter beaucoup de choses parce que le catalogue Steam, vous me direz, c'est quand même pas mal. Il y a quand même quelques petits jeux dessus. Donc, t'imagines, tu te prends une petite console à 350 balles, la Series S, et t'as tout le catalogue Game Pass, plus le catalogue Steam.
Là, ça pourrait être un bon coup, franchement, ça peut être, très intéressant et comme Comme tu dis, dit ouais, Vanek. Ranex, voilà, ça va être, donc la claque à Sony quand même, hein. Donc je pense que pour l'instant, il n'y a pas d'annonce officielle, mais que s'il y a eu ça, c'est en pourparlers. De toute façon, on sait que, par exemple, Phil Spencer, à l'époque, avait voulu carrément aussi, par exemple, s'intégrer, dans les consoles de chez Nintendo et que là, pour l'instant, Nintendo a refusé. Par contre, la Switch 2 va intégrer, pas mal de jeux, tiers, donc forcément, il y aura peut-être des partenariats avec Xbox. Donc c'est pour ça, là aussi, on voit aussi que les jeux Xbox sortent sur PlayStation. Donc il y a des transversales, ils essayent de bousculer le marché dans tous les sens, donc ça peut être intéressant. Et là, je pense que, enfin, ils auraient vraiment un coup à jouer, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Shen? Là, s'il y a Steam sur Xbox, ça peut le faire? Ben, à reprendre comme disait Ranek juste à l'instant, mais ça craint au niveau du monopole par contre. Ouais, Et moi, c'est là-dessus en fait que j'ai une petite crainte. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose hein, que Steam arrive sur console. Déjà parce que Steam, c'est un petit peu l'entité vraiment du manager de jeu. Ça existe depuis des années et des années. La plateforme, je crois, était disponible déjà en 2005 ou 2006. Donc ça fait vraiment très longtemps déjà que Steam propose des catalogues de jeux. Avec par contre son gros concurrent à côté qui est Epic Games, et un que l'on mentionne un petit peu moins mais que j'apprécie énormément, c'est c'est GOG. GOG. Tout à fait. Donc avec GOG. Et c'est vrai que là, le fait que Steam puisse potentiellement en fait s'intégrer dans ce genre de console, bah, entre guillemets, je pense que ça pourrait déclencher des choses vis-à-vis de la concurrence en fait sur les lois anticoncurrentielles là-dessus. Mais en même temps, j'ai pas forcément envie de me retrouver avec 14 managers installés sur ma console. Tu vois, je préfère qu'il y en ait un qui soit vraiment bien en place, qui historiquement, en plus si c'est Steam, historiquement c'est déjà la plateforme sur laquelle la majorité des gens ont leur jeu à l'heure d'aujourd'hui, même si la nouvelle génération, voilà, c'est Epic, c'est Steam, eux ils vont plutôt chercher à l'intérêt. Mais par contre pour notre génération, ceux vraiment qui ont connu le démarrage de ces jeux. Nous, on est beaucoup plus calibré sur Steam et j'ai même envie de dire, on est même plusieurs à avoir des Epic Games remplis avec 100, 150 jeux, 200 jeux des fois avec tout ce qu'ils offrent en gratuit. Et pourtant, on continue juste à communiquer et à parler sur Steam. Epic, on l'utilise quasiment pas. Pour aucune raison, hein, d'ailleurs, hein, réellement. Y a pas de raison particulière, je pense que c'est plus des habitudes. Ouais, ouais, c'est ça, c'est clair. Alors, Anne qui me dit, disons que c'est pas Steam qui m'inquiète, c'est Microsoft. C'est Bah, facile. Oui. Steam un petit peu quand même, parce que si je devais reprendre un exemple, il y a eu cette guerre il y a quelques années de ça entre Epic Games et Steam, où Epic Games, elle, prenait une commission mineure en fin de compte sur les jeux vidéo. En plus, Epic Games offre énormément de jeux, donc permettent de découvrir beaucoup de gameplay, de choses comme ça. Là où Steam était un peu accusé, en fin de compte, de prendre des commissions relativement élevées sur la vente des jeux, et donc de pénaliser certains éditeurs, notamment ceux qui sont beaucoup plus ceux qui sont indépendants. Et c'était une des raisons pour laquelle d'ailleurs pas mal de développeurs indépendants préféraient lancer leurs jeux d'abord sur Epic Games avant de les lancer sur Steam. C'est parce que la marge qui était proposée du coup était plus intéressante du côté d'Epic Games. Donc ça peut relancer un peu le débat autour de ça. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, on verra bien si cette rumeur, cette boulette sera avérée ou s'il y aura rien et ça va flopper, quoi. Enfin, Mm. Autre sujet, autre élément, on va parler du coup de ce poste de MGG. oui, oui, hein, parce que rappelez-vous, ces 2 semaines dernières, on a donc fait pratiquement la moitié du jeu avec Reload de Split Fiction. Et on a passé 2 excellentes soirées. Franchement, on a pris, je pense, autant que nous comme joueurs que vous spectateurs, on s'est bien éclaté. Eh bien, superbe nouvelle, donc un film Split Fiction est déjà en préparation. Donc lors de la Game Developer Conference GDC à San Francisco, des sources semblent indiquer que le casting du film, des scénaristes et réalisateurs commence à être rassemblé. Donc la source reportée par MGG est de Variety, donc plutôt journal assez sérieux. Et puis voilà, ça serait quand même assez peu étonnant dans un sens. J'aurais même bien aimé voir carrément un film It Takes Two ou Brother ou A Way Out, hein, pareil, c'est vraiment des adaptations très cinématographiques de Joseph Fares. Après, donc, à voir, parce que là,
est-ce qu'ils vont faire un peu un truc à style Nintendo Mario Bros où quand même le studio de jeux vidéo va travailler main dans la main avec son créateur et les studios de développement du film, ou alors ça sera quelque chose complètement à part, qu'ils auront acheté les droits, qui vont faire leur truc dans leur coin. En tout cas, ouais, ça peut être très intéressant. Puis on voit quand même de plus en plus de parallèles, d'adaptations de jeux vidéo respectueuses et plutôt bien faites quand même dans l'ensemble. Par rapport à une certaine époque, c'est quand même mieux. Bien qu'il y a toujours quand même des trucs un peu moins bien, on va dire. Mais bon, on a vu quand même que l'an dernier, il y a eu l'excellente série Fallout. En plus, je vous ai cité donc le succès de Mario qui a fait le milliard. Il me semble aussi que les adaptations Sonic sont quand même pas mal non plus. Là, Noël dernier, il y a eu le 3 qui est sorti, qui a été pas mal apparemment. Je crois que les gens ont bien apprécié. Je sais pas si toi, Shen, tu l'as vu, toi qui est un Je l'ai peu pas un vu. Sonic. Ah ouais, d'accord. Non, Je non, je il l'ai me pas semblait que encore vu. j'avais un. Mais ça fait partie de ceux que je dois voir, c'est juste que j'ai pas pris le temps de me poser ou de le regarder. Ok. Mais je dois le voir, ça oui. En tout cas, voilà. Bon, pour l'instant, bonne nouvelle. Après, on verra aussi comment en interne ça va être fait comme production et tout, parce que en fait, voilà, moi je pense que ça peut être cool s'ils intègrent quand même Electronic Arts, enfin pas Electronic Arts, Ace Light, le studio de Joseph Fares au projet. Parce que si c'est un truc totalement à part, ça risque peut-être de pas forcément le faire. On verra bien ce qu'il en est. En tout cas, on a terminé avec cette partie film et jeux vidéo. Maintenant, Shen va vous parler de plein de mauvaises nouvelles et de choses qui vont mal dans le monde. Qui vont mal, on va essayer de relativiser un petit peu quand même. Mais Et c'est moi je sûr reviens, je vais juste que... fermer les volets. De quoi? J'ai pas trop compris ce qu'il disait. Bon, du coup les amis, effectivement, on va rentrer dans des sujets un petit peu plus durs pour le coup. Donc là-dessus c'est simple, on va parler de Belgrade et d'armes Sonic. Alors de quoi je suis en train de vous parler là? C'est une petite info qui traîne un petit peu sur les réseaux, mais par contre sur lequel on peut quand même s'inquiéter. Alors en fait c'est très très simple, je vais vous montrer un petit peu l'illustration de ce qui s'est passé. Et voilà, vous avez cette petite vidéo. Pardon, je suis de retour, hein, mais ça me stressait depuis tout à l'heure la lumière. Ouais. Comme ça, moi, vous me voyez mieux là. Donc là, la vidéo que je suis en train de vous diffuser, que je suis en train de vous présenter, c'est T'es ce fait qui par s'est une IA? passé lors des Non. manifestations de Belgrade, donc le Ah oui. 15 mars. Et il s'est passé quelque chose de très très surprenant. Vous voyez la foule qui s'écarte en fait, justement de la route comme ça, qui s'éloigne et tout. Et ben, l'État serait accusé en fait d'avoir utilisé des armes soniques pour potentiellement tenter de disperser la foule. Alors là-dessus, le gouvernement est en train de dire est en train de réfuter ces accusations en disant que ce n'est pas le cas. Et là-dessus, ce qui est quand même un petit peu étrange, c'est ces mouvements de foule qui se sont reproduits à plusieurs reprises, sont vraiment des points clés, et qui s'apparentent vraiment soit à une arme sonique, soit à une arme à micro-ondes. Et c'est des technologies, d'ailleurs ce qui n'est pas très rassurant, c'est que c'est des technologies qui sont de plus en plus adoptées par les États, notamment des États, des États qui ont quand même des moyens financiers. C'est pas le genre de produit que vous allez retrouver en Somalie par exemple, mais de l'autre côté on sait que la Russie développe ce type de technologie, les États-Unis également, la France a des prototypes qui ont été présentés aussi, donc si c'est des équipements que l'on présente depuis 5, 6, 7 ans, à un moment donné, si on développe ce genre de technologie ou qu'on les commercialise, c'est qu'il y a bien des gens pour les acheter. Donc là-dessus pour l'instant, l'État réfute, mais les ONG condamnent. Et donc, ça s'est passé à Belgrade. Et qu'est-ce qu'une arme sonique? Donc une arme sonique, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est tout simplement un son donc, qui est entre 4000 et 6000 Hz a priori, qui est envoyé, qui est projeté. Ça peut atteindre une distance de 300 mètres en termes de projection, et c'est tellement intense que ça peut vous provoquer des vomissements, des évanouissements, de l'arythmie cardiaque, ça peut vous déclencher aussi des acouphènes, enfin c'est quelque chose de vraiment qui est très très nocif pour le corps, du coup, et sur lequel en fait il ne faudrait pas qu'il y ait d'exposition prolongée. C'est-à-dire que généralement c'est un peu utilisé comme une forme de canon, c'est-à-dire qu'ils envoient une impulsion. Ils envoient une impulsion de son ou ils envoient plusieurs
plusieurs impulsions. Le problème de ce genre de technologie, c'est que, comme je viens de vous dire, on pourrait envoyer plusieurs impulsions. On pourrait aussi envoyer une impulsion permanente. C'est-à-dire que ce type d'arme, qui est considéré comme non létal, pourrait en réalité quand même avoir de sacrées conséquences sur les corps, sur les organismes, sur l'être humain en soi. Et également encore plus peut-être pour des gens qui pourraient être affaiblis ou qui pourraient avoir des santé fragiles. On pense en l'occurrence à des enfants ou à des bébés ou éventuellement à des personnes âgées, où là l'impact pourrait être assez violent. Donc pour l'instant, on n'a pas de preuves qui puissent dire que ce type d'arme a été utilisé durant les manifestations de Belgrade. Néanmoins, ce que l'on sait, c'est que là-dessus, il y a plusieurs signes, il y a plusieurs alertes en fait qui indiqueraient que ce serait parfaitement possible. Le gouvernement serbe nie en bloc. Le ministre de l'Intérieur et le président Vučić dément fermement l'usage d'une telle technologie. Donc, a priori, le gouvernement n'y serait pour rien. Le président évoque une tentative de manipulation de l'opinion, comparant les événements à les révolutions en Ukraine de 2014. Donc on va pas rentrer dans le débat de ce qui se passe en Serbie, mais la manifestation qu'ils sont en train de vivre, qui a amené des centaines de milliers de personnes vraiment à venir. On n'en parle pas de manifestations de 10 000, 20 000 personnes. C'est vraiment des centaines de milliers de personnes qui viennent pour ces manifestations, pour manifester contre, en l'occurrence, la corruption de l'État. Et ce qui a mis un petit peu le feu aux poudres, c'est cette gare en fait qui s'est écroulée à Belgrade et qui avait été repris par une entreprise dont on pense en fait que tout a été, enfin voilà, que ça a été un peu falsifié, qu'il y a eu de la manipulation d'argent, qu'on a tenté d'étouffer en fait un petit peu les choses et tout. Et aujourd'hui, la population met en cause donc le gouvernement. Ah, Aucun bah, moi, policier ou agent de maintien de l'ordre n'aurait été vu avec un dispositif acoustique en main. Alors, ce type de dispositif, il faut savoir une chose, c'est que c'est des très très gros dispositifs. On ne parle pas d'un pistolet qui est porté par un utilisateur. On parle de quelque chose qui serait monté dans un véhicule, concrètement. Et d'ailleurs, dans les émissions précédentes que l'on avait fait, je crois il y a 1 an ou 2 ans, vous avez présenté même des chars qui étaient montés avec ce type d'installation. parce que le truc que je comprends pas, c'est que si, allez, admettons que ce soit pas ça, ça serait quoi d'autre en fait? Il y a une justification officielle, c'est Il n'y a parce pas que d'explication officielle, donc c'est pour ça. Donc l'État serbe est en train de dire que ceci c'est de la manipulation qui aurait été faite par le biais de tiers, en fait, tout simplement, ou par les manifestations qui auraient organisé ou orchestré tout ça. Mais ce n'est pas cohérent avec les vidéos justement que l'on a, puisque dans ces vidéos, on voit vraiment qu'il y a un côté spontané où tout le monde en fait s'écarte. Je vais revenir un tout petit peu sur la vidéo, mais en gros, on a l'Union Européenne qui demande une enquête donc indépendante pour ça, Amnesty International qui rappelle, qui vient mêler en fait son nez là-dessus et qui vient s'exprimer autour des inquiétudes qu'il peut y avoir à ce sujet. D'autres pays ont déjà été accusés d'utiliser ces dispositifs, les États-Unis, la Chine, mais rarement en Europe. La technologie de répression vers une nouvelle ère. Donc effectivement, est-ce que c'est pas aussi les nouvelles armes? Donc est-ce que, à la limite, peut-être que l'État n'était peut-être pas au courant en soi parce que c'était peut-être pas une demande, mais peut-être est-ce qu'il n'y aurait pas un organisme ou une entreprise privée qui potentiellement aurait profité de la manifestation pour faire des tests à grande échelle, ce qui n'est pas impossible non plus. C'est quelque chose qui pourrait arriver, c'est imaginer une structure ou une entreprise privée tout simplement qui a profité des manifestations pour tester leur technologie. Ce n'est pas impossible. Donc voilà, je vous repasse encore juste une dernière fois donc ces images concernant la vidéo. Hop, voilà, vous l'avez en grand écran, on va la remettre du début. Donc vous voyez, tout le monde est placé à la même position et vous sentez en fait que d'un seul coup, voilà, tout le monde s'écarte du centre, vraiment comme s'il y avait eu un truc qui était passé, qui était venu vraiment traverser en fait la foule. Et là, vous voyez les pas images donc du coup Superman d'une qui autre soit angle. passé en vitesse supersonique, tu vois? Ah ouais, là on voit bien là. Ouais, ouais.
Là, on voit bien qu'il y a vraiment un côté en fait spontané où tout le monde s'est écarté et bah, c'est assez Ouais, étrange c'est avec des compliqué. gens qui ont signalé des sensations de Là, vomissement, des étourdissements, des symptômes qui seraient en lien justement avec une arme sonique. là, je pense que si ça se répète, ce genre d'image et tout, là, quand même, on pourra encore plus s'assurer que, ouais, c'est le cas. En tout cas, on utilise ce genre d'outil, ou alors c'est une autre explication, mais ok. De toute Mhm. Anne qui façon, nous c'est dit pas c'est fini. un hérisson bleu. Il y aura d'autres, il y aura d'autres manifestations, hein, donc on aura le temps de voir ce qui. Ouais. Donc attention à vous pour les prochaines manifestations, ce sera peut-être plus des flashballs et des canons à eau. On va peut-être passer au modèle ultrasonique et modèle micro-ondes. Donc ça va être aussi autre chose, hein. On verra. Donc est-ce qu'on risque de perdre un œil dans la bataille avec ce genre de technologie? C'est pas moins sûr, hein. Il y a les LBD, sinon. On a un connaisseur chez nous qui s'est arraché les yeux avec ça. Hmm. Je pense qu'il y avait juste une personne au milieu qui a murmuré «Je suis furie. Je suis en furie». C'est possible. C'est possible. En tout cas, voilà. Quelqu'un Je qui, sais pas si vous avez un avis là-dessus, ce que vous quelqu'un en qui a lâché pensez. une caisse, peut-être, éventuellement. Ouais, ouais. Mais voilà, je sais pas si vous avez un avis là-dessus, sans forcément parler en fait de ce qui se passe à Belgrade, mais sur l'utilisation de ce genre de technologie. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu dans le chat? Qu'est-ce que tu en penses toi, Dadou, de ce genre de technologie et qu'est-ce que ça pourrait pressentir en fait pour l'avenir, hein, tout simplement. Bah, il y a des avantages avec le fait qu'elle soit non létale et tout. Ah, il y a un bot, il faut l'enlever. Oui, il a Il dégagé. il y a un truc, il y a des avantages avec le fait de voir que cette technologie est non létale et peut disperser des foules sans forcément les taper ou leur tirer dessus. Ça, c'est intéressant. Par contre, comme tu as dit, hein, s'il y a quand même une reproduction, une utilisation à forte reprise de ça sur des individus, ça peut être aussi dangereux. Hmm. Donc après, il faut que les professionnels, les experts en discutent entre eux, donc que ce soit les policiers, les forces de l'ordre, les juristes, tout ça, les politiques, et prennent la décision de voir si on peut l'utiliser ou pas en termes de manifestation. Voilà. Hydra qui nous dit Ouais. donc ça peut être dirigé, ça peut servir aussi pour des zones d'accès interdits. Tout à fait, et c'est même encore pire que ça, puisque ça peut être utilisé en extérieur d'un bâtiment pour arroser un bâtiment. Donc on pourrait imaginer par exemple des gens qui s'enferment pour manifester dans une université, admettons, et ben on pourrait en fait balancer ce type de technologie contre le bâtiment universitaire pour forcer en fait les étudiants à en sortir. C'est parfaitement faisable. Voilà. Donc voilà, c'est-à-dire que même les murs ne sont pas là pour arrêter les éléments. Ça pourrait être utilisé dans des tunnels, ça peut être utilisé dans des métros, ça peut être utilisé dans des infrastructures ou des bâtiments. C'est aujourd'hui en fait, à part avoir en fait un équipement acoustique ou que le bâtiment soit étudié pour absorber le son ou ce genre de choses, ça peut être très très compliqué à neutraliser en fait ce type de technologie. Et boule caisse non plus, du coup. Non, les boules caisses ne sont pas suffisantes parce que la sensation en fait, parce que il faut imaginer en fait que c'est une haute fréquence qui est envoyée. Simplement, on est sur des fréquences qui sont à 4000 ou 6000 Hz. Donc, c'est des fréquences qui ne sont pas perceptibles en fin de compte réellement comme un son pour l'être humain, parce qu'on est sur des niveaux en fait qui sont extrêmement bas, extrêmement sourds. Par contre, derrière, bah, ça n'empêche pas le corps de réagir malgré tout. C'est-à-dire qu'on a quand même des tympans, on a quand même on a un cœur, on a une circulation sanguine, on est composé d'eau aussi, il faut savoir. C'est d'ailleurs l'effet, hein, c'est parce qu'on est composé d'eau que ces armes-là sont hyper efficaces sur nous. Donc je vais pas vous faire la théorie des 50% ou 60% d'eau contenue dans le corps humain, etc. Mais sachez que c'est à cause de l'eau qui est contenue dans les corps que ce type d'élément fonctionne. C'est le corps qui vibre, du coup, pas le son. Ça peut effectivement être dangereux. Tout à fait. Donc voilà, à surveiller, à voir un petit peu effectivement si on revoit apparaître ce genre de technologie en place, mais c'est sûr que là on est en train de... On arrive maintenant en fait ce qui était la fiction peut-être il y a encore une dizaine d'années qu'on pouvait voir dans des films comme Marvel ou des films un petit peu futuristes, technologiques ou autres, et ben aujourd'hui la fiction rattrape tout simplement la réalité.
Donc si je deviens un cyborg, ça ira. Ben, contre une arme sonique potentiellement, contre une arme à micro-ondes, pas sûr. Au contraire, tu pourrais potentiellement avoir plus de dégâts. Les amis, je vous propose que l'on passe du coup au sujet suivant, sauf si vous vouliez rajouter quelque chose. Je vois que Dadou est en train de manipuler son casque, donc on attend qu'il revienne. Donc Dadou, comme je disais à l'instant, voir si vous vouliez rajouter quelque chose du coup sur le sujet, si vous aviez des questions à poser éventuellement. Sinon, on va passer au sujet suivant. Non, non, vas-y, par contre, tu peux, parce que j'étais en train de démêler des nœuds du casque. Ça me- Donc, autre sujet, désolé les amis, toujours en lien avec de l'armement. Cette fois-ci, on va parler des F-35. Donc, qu'est-ce que les F-35? Donc, ces F-35, ce sont ces fameux avions de chasse hyper technologiques qui sont vendus en fait par nos amis les Américains, qui seraient considérés par certains pays comme de bonne facture, d'autres comme des technologies extrêmement chères pour ce que ça apporte. En revanche, il y a un petit débat qui est en train de sortir un petit peu entre les États et notamment avec les tensions qui sont en train de se produire, notamment entre les États-Unis et l'Union européenne. Et en fait, ce serait le mythe donc d'un mode kill switch. En fin de compte, donc qu'est-ce que le kill switch? Le kill switch, en fait, ce serait tout simplement la possibilité de pouvoir empêcher ces avions de chasse de fonctionner. Imaginons en fait, comme ces technologies sont développées par l'État américain, potentiellement, ça voudrait dire que les Américains pourraient décider de si ces avions de chasse pourraient être déployés ou non par leurs alliés. Et donc, ben, ça pose d'énormes questions en fait là-dessus, parce que du coup, ça remet en cause la souveraineté que peut avoir certains gouvernements ou certains États. C'est-à-dire que si, je dis une bêtise, hein, mais que l'État français achète ce type de technologie, ce type d'avion de chasse, et que derrière, on est obligé d'avoir en plus de l'achat, d'avoir l'accord des Américains pour pouvoir faire décoller ce genre d'avion, ben vous comprenez qu'on perd toute indépendance en cas de guerre, et notamment aujourd'hui, ben les conflits aériens font partie des moyens de pression. On le voit avec la Russie, on le voit avec l'Ukraine, c'est des bombardements, en fait il y a beaucoup de choses qui se passent à travers les airs, et donc si on devait rentrer en fait dans un conflit, parce que là en ce moment on sait plus trop si les États-Unis c'est encore nos alliés, si ils risquent pas de basculer ennemi contre nous, donc en gros c'est des technologies qui pourraient se retourner contre nous. Et la chose que l'on sait aussi sur ces F-35, c'est que seul Israël, État allié des Américains, bénéficie d'une technologie autre du système. Donc c'est-à-dire que eux ont la main totale en fait sur la technologie, ce qui n'est pas le cas des autres pays qui ont acheté en fait ces avions de chasse. Et donc ces avions de chasse peuvent être pilotés à distance, ils envoient des mesures à distance, ils peuvent être également mis à jour à distance, c'est-à-dire que rien n'empêche à l'idée par exemple d'un film un peu à la Hollywood, que si demain un avion F-35 se met à prendre en chasse potentiellement un autre avion ou une cible que les États-Unis veulent empêcher d'être détruit, ben potentiellement on pourrait imaginer que le tir ne partirait pas, tout simplement, que le missile ne pourrait pas partir, voire encore pire que potentiellement ces avions pourraient être sabotés ou autodétruits également dans les manipulations. Donc, dans l'État, on est en train de parler de mythe parce que officiellement, les États nous disent ben non, que on a une totale indépendance sur la technologie et tout. En revanche, on va pas se leurrer. Si vous travaillez un minimum dans la tech ou un minimum dans la technologie, du moment où vous pouvez piloter un appareil ou une technologie à distance ou le mettre à jour à distance, c'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez faire ce que vous voulez de cette technologie. Et donc, même décider de ne pas les faire décoller, de les clouer complètement au sol. Donc voilà, ça repose pas mal de questions, surtout que en termes de budget, on parle pas seulement de millions d'euros d'investissement, on parle de milliards d'euros. Donc potentiellement de milliards d'euros qui ne servent à rien. Et ça remet en cause du coup aussi ben, le fait, est-ce que des pays comme la France devraient acheter ce genre de technologie, ou alors est-ce qu'on ne devrait pas créer les nôtres de technologie tout simplement, sachant que la France a vendu énormément de brevets à l'étranger pour faire un peu de rentrée d'argent immédiat, et donc aujourd'hui on a quand même quelques soucis avec la partie aéronautique où on n'a plus tout à fait notre souveraineté en fait sur ce genre de technologie. On est très bon encore en nucléaire, on est très bon du côté des sous-marins,
sous-marins. Par contre, dans ce qui concerne les airs, on a peut-être un petit peu trop délégué, et si on ne se tourne plus vers les Américains, il faudra peut-être se tourner vers d'autres pays. On a notamment l'Inde qui développe aussi pas mal d'avions de chasse, on a la Suisse qui développe aussi leurs propres avions de chasse, donc pourquoi pas se tourner vers un autre pays allié, peut-être plus de confiance, plutôt que de rester en fait avec les Américains sur ce genre de technologie. Surtout, une chose aussi, c'est que moi je vous parle de la France, mais en réalité c'est aussi l'OTAN qui utilise ce genre de technologie. Donc si demain les États-Unis sortent de l'OTAN, parce que c'est ce qui Donald Trump menace un petit peu avec tout ce qui se passe au niveau des tensions, bah, ça voudrait dire que potentiellement on aurait acheté de l'équipement qui pourrait être désactivé ou devenir totalement obsolète. Donc voilà, Dadou, je sais pas toi ce que t'en penses, dans le chat j'ai vu que ça discutait pas mal là-dessus aussi. Moi je pense qu'il faut pas être extrême dans un sens comme dans l'autre. Tu peux très bien acheter du matériel à l'Inde, aux Américains, mais il faut aussi que tu aies ton propre matériel en fait. Je sais pas, c'est du bon sens en fait, que tu aies toi-même aussi quelque chose de productif à ton échelle. Parce que faut savoir aussi actuellement, est-ce que la France a la capacité de production, est-ce qu'elle a le budget pour avoir tout ça? Ça, c'est des questions aussi d'ordre économique, de gestion du budget. On a les entreprises en tout cas, on a les entreprises qui ont cette capacité de pouvoir le réaliser. Le problème après étant les actionnaires qui se trouvent dans ces entreprises aussi. Oui. Donc c'est pour ça, moi je pense que c'est pas non, enfin c'est pas une bonne chose en fait, comme à l'époque, tu vois, qu'on était à fond dans le matériel américain, être à 100% avec eux, c'est jamais quelque chose de sain. Mais de là à dire maintenant de les rejeter totalement, voilà, je pense que la France doit essayer de retrouver ce qu'elle était auparavant, c'est-à-dire un peu l'intermédiaire, tu sais, tu avais aussi à l'époque de Gaulle, tout ça, une sorte d'arbitre un peu entre la Russie, les États-Unis et les autres pays du monde, tu vois, et qu'elle ait sa propre souveraineté, sa propre économie, et qu'on fasse des partenariats avec tout le monde en fait. C'est ça le truc. Moi je pense, il n'y a pas à se dire ouais, on prend plus jamais de matériel américain, ça veut dire quoi? C'est parce que là aussi, hein, on en revient à ce qu'on disait la semaine dernière, c'est le truc ridicule du boycott des produits américains. Les gens qui explosent les Tesla, tout ça, c'est pas des bonnes solutions pour moi, c'est pas des choses saines dans une société. Donc moi là-dessus, c'est pas du tout mon cas. Donc non, là-dessus, je serais plutôt nuancé. Mais par contre, il faudrait quand même, dans la mesure du possible, que la France ait son propre équipement, parce que il faut pas non plus dépendre des autres, et surtout pas d'un autre État tiers. Donc peut-être que l'OTAN a été utile à une époque, mais que là, on rentre dans une nouvelle ère qui fait que tout est en train de se restructurer, et qu'il faut peut-être en profiter aussi pour de nouveau ne pas dépendre d'un pays, quoi, tout simplement. Passons un petit peu aux commentaires. Donc, Dadou, super Dadou, qu'est-ce que tu m'as mis? Jen est un redneck, il parle toute la semaine de Trump et des armes. Parce que je trouve en soi que à juste raison qu'il ne faut pas sous-estimer en fait les développements qui ont été faits du côté de l'armement. La guerre, les armées, les technologies de ce type-là sont très souvent militarisées. C'est souvent eux qui ont les technologies les plus avancées, et je trouve en fait que c'est hyper intéressant comme sujet, parce que c'est souvent en lien avec des faits de société, c'est souvent en lien avec ce qui se passe dans le monde. Non, mais parce en fait, quand tu as parlé de ton article, j'ai pensé à un ami militaire qu'on a en commun. Bien sûr. Et ça m'avait marqué, parce qu'à l'époque, il m'avait dit, tu sais, maintenant les FAMAS, c'est pas ouf, maintenant on utilise des armes américaines, c'est mieux. Donc compte, tu sais, c'était un ensemble là-dessus, parce que peut-être aussi qu'ils sont meilleurs, tu vois, c'est un peu triste aussi. Donc, il y a des choses que je pense que la France a délaissées, déjà notamment en fait l'ère industrielle, c'est-à-dire que la France s'est désindustrialisée, et ça on le sait, puisque aujourd'hui ça fait partie un petit peu des campagnes, ça fait partie des promesses électorales qu'il y avait, de dire qu'on va réindustrialiser la France. Et bien sûr, quand on parle de réindustrialiser la France, il faut prendre en compte le côté de l'armement.
aussi. En revanche, dire que seuls les Américains proposent des technologies extrêmement avancées, ça, je suis pas totalement d'accord. Moi, j'ai vu aussi le cas de militaires qui se plaignaient beaucoup des technologies américaines, notamment par leur complexité d'utilisation ou leur complexité d'entretien. Et ça, là-dessus, je suis désolé les amis, je reviens avec mon petit drapeau suisse, et je veux dire, en Suisse, il y a des technologies qui sont également développées, qui sont fabriquées à l'échelle industrielle, et qui ne bénéficient pas en fait de haute technologie, mais pour les simples raisons, c'est que ces armes doivent être le plus fonctionnelles possible et le plus facile d'entretien possible, surtout notamment en cas de guerre. Voilà, pour ne pas dépendre justement de toute technologie. Et il faut savoir aussi que la Suisse, pendant très longtemps, a acheté en fin de compte des armes françaises pendant des années. Donc comme quoi la France était de très très bonne facture. Moi qui ai eu un grand-père un peu collectionneur, un peu passionné d'armes et de choses comme ça, au niveau de l'armement, on est quand même, on faisait partie en tout cas des meilleurs. Je pourrais pas vous assurer aujourd'hui que c'est encore le cas, mais pour l'époque, on faisait partie des meilleurs. Hydra qui nous dit je te le vends, mais je choisis quand tu l'utilises. Ouais, ça craint un peu. On vend l'électricité aux Allemands et ils nous la revendent, oui, ça aussi. On a aussi la même chose avec la Russie qui passe par l'Inde pour le gaz actuellement. Ou je sais plus. Mhm. Enfin, c'est affreux ce qui se passe en ce moment avec toutes ces histoires-là, mais donc bon, être autosuffisant devrait être la base. Je suis d'accord. Mhm. Et bon. Tout à fait. Donc voilà, c'est sujet qui est un peu inquiétant. Après, le côté autosuffisant, techniquement, c'est ce qu'on aurait dû avoir, c'est-à-dire que les accords entre l'ONU, entre l'OTAN, les forces alliées justement qui se sont réunies, à la base, c'était pour justement être autosuffisant aussi dans leur développement. Mais comme aujourd'hui, on a une brebis galeuse qui est en train un petit peu de s'éloigner de tout ça, qui est en train de quitter tout ça, et qui en plus le fait en mode c'est nous qui décidons, ça devient extrêmement compliqué. Mais je pense que la revers de médaille contre les Américains risque d'être très 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 forte et qui sous-estiment en fait. En fait, je pense qu'ils essayent surtout de montrer en fait aux autres pays, regardez comment vous êtes inférieurs à nous. Mais je pense que justement, ça va réveiller un petit peu l'Union européenne ainsi que les autres pays alliés, comme le Canada par exemple, qui d'un seul coup se sont dit ah bon, rien ne nous empêche dans ce cas de faire du commerce sans vous les Américains, et qui se mettent du coup donc le Canada à traiter directement avec l'Union européenne, directement avec l'Angleterre, directement avec la France, plutôt que de devoir attendre l'accord des États-Unis en fin de compte pour fonctionner. Donc et ça, je pense que le retour de bâton côté américain va se faire ressentir très fortement. On En verra tout cas, bien. Moi, les amis. je suis Ouais. pas sûr parce que l'Union européenne a toujours été quand même un modèle très américain, même dans ses propositions de loi, avec tous les types de libre-échange commerciaux et tout, qui allaient toujours à l'avantage des Américains. Donc, Alors, effectivement, en dans le soi, modèle américain aujourd'hui, dans le modèle Europe d'aujourd'hui, mais qui pour moi n'est pas le bon modèle, ce n'est pas le bon modèle de gestion. c'est Mais ça. par contre, ça ouvre des consciences. Donc, potentiellement des gens ou des combats ou des investisseurs qui vont peut-être essayer de retirer la couverture dans l'autre sens. Je discutais avec un client il n'y a pas très très longtemps, client assez important qui est dans les affaires, pas que en France, mais un peu à l'international, et qui est catastrophé en fait de ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Et en l'occurrence, c'est quelqu'un qui vivait à la base aux États-Unis. Et aujourd'hui, lui, il fait l'inverse au final de Bernard Arnault. C'est-à-dire que Bernard Arnault nous a menacé de dire, moi, je vais délocaliser Louis Vuitton et toute ma production aux États-Unis parce que ça va devenir le nouvel Eldorado. Et là, l'autre personne dont je vous parle m'a confié en me disant les États-Unis, là, en ce moment, ils sont surtout en train de diviser ma fortune par deux. Peut-être que je vais tout simplement faire mon business ailleurs et moins avec les États-Unis. Donc, il y a vraiment deux profils en fait qui s'installent. Hein, de toute façon, c'est ça. C'est qu'il y a du mouvement qui est en train de se créer. Et on peut espérer que dans ce mouvement, qu'il y ait des gens qui se mettent du coup à se dire maintenant en fait l'alliance avec les États-Unis c'est peut-être fini, il va peut-être falloir qu'on investisse un petit peu plus en Europe. Et pareil, donc les gens qui ont le pouvoir un peu en Europe aujourd'hui, si ces acteurs qui étaient plus penchés on va dire côté États-Unis reviennent et veulent recréer une indépendance avec l'Europe, c'est sûr que le modèle actuel va disparaître, doit disparaître.
Bah les amis, en tout cas, je vous propose, on passe à la news suivante. Next. News suivante, alors, qui est plus basée un petit peu sur la révolution. Alors, c'était un sujet que j'aurais voulu traiter la semaine dernière, mais c'est toujours pareil, on veut pas trop rallonger non plus les émissions, sinon on pourrait en avoir pour toute la journée. C'est quelque chose alors qui est à la fois impressionnante, qui pour certains pourrait être inquiétante et qui pour d'autres ben, signe tout simplement l'innovation ou la bascule dans un nouvel ère. Et ben, il s'agit de cette petite vidéo que vous avez peut-être déjà vue sur internet. Alors, je coupe le son pour que je puisse vous en parler. Donc sur cette vidéo, ce que vous êtes en train de regarder, bah, c'est tout simplement en fait le chevron de la Chine en termes de robotique. Ces robots en fait n'ont pas de conscience individuelle, c'est une conscience collective. Et comme vous êtes en train de le voir en fait dans ces illustrations, ces robots sont capables en fait de reproduire tout simplement, de remplacer les tâches humaines, puisque bah, ils ont été pensés et réfléchis comme des êtres humains. Donc vous avez vu la première partie où on voit ces robots travailler dans une chaîne, dans une bloc d'alimentation. Et là, vous avez en fait le cas présent donc d'une autre illustration, donc d'un robot. Disons que même entre eux, ils peuvent s'entretenir, que entre eux, ils peuvent faire la maintenance. Et là, vous voyez en l'occurrence donc une voiture électrique chinoise sur lequel est branché donc le robot pour pouvoir le recharger. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une interconnexion qui se fait entre tous les appareils, les technologies et autres. Et là-dessus, la Chine est en train de prendre une avance considérable sur cette technologie, en fin de compte. Parce que autant on a du côté donc d'Elon Musk et de Tesla avec Tesla. leur fameux robot humanoïde qui commence à s'installer un petit peu dans les foyers et autres, qu'on a vu dont peut-être l'annonce a été peut-être un petit peu trop en avance en fait, hein, que les robots n'étaient pas totalement prêts, l'IA n'était pas totalement prête là-dessus. Alors que du côté de la Chine, inversement, eux, bah, la production est déjà lancée, la mise en application dans les industries ou dans les usines sont déjà faites, et à l'heure à laquelle je vous parle donc de cette technologie, puisque ces images ont été diffusées il y a 2 semaines, 3 semaines, la Chine a déjà annoncé passer dans un nouveau cycle de production, donc en gros toute cette phase-là est déjà validée. Et ils vont aller encore plus loin dans le process et plus loin dans l'automatisation des tâches à partir de ces modèles. Donc voilà l'avenir, tout simplement. Donc je sais pas Dadou ou dans le chat si c'est quelque chose qui vous fait peur, si c'est quelque chose au contraire qui pourrait être rassurant pour la pérennité humaine. Je pense notamment à tout ce qui pourrait être tâches ingrates, tâches peut-être récurrentes qui n'apportent rien. Mais c'est sûr que de l'autre côté on risquerait de priver de travail peut-être des gens. Bah, bravo les Chinois, hein. Franchement, bravo. Moi, juste ce que j'ai à dire, c'est tout, c'est que pendant que nous, on fait des trucs de merde, des fois, enfin, eux, voilà, ils avancent, quoi. Font leur petit bout de chemin. Alors attention, hein, c'est un gouvernement qui est très loin d'être parfait et qui est extrêmement critiquable sur pas mal de choses. Mais en termes d'évolution techno, voilà, ils sont là, quoi. Franchement, voilà, ça a de la gueule, quoi. C'est vraiment l'une des nouvelles premières puissances mondiales, quoi, avec les États-Unis, voilà, qui sont en train de changer. Moi, je suis très impressionné par ça. Après, je peux comprendre que ça fasse peur les gens, hein, pour différentes raisons et tout. Donc, ça réagit pas mal là dans le chat. Alors attends, Mmh. Hydra qui nous dit donc ils vont aussi pouvoir remplacer les humains pour les entretenir. Ah bah oui, c'est le but. Enfin, il y a un parti. Je sais pas, dans un sens, dégager les tâches ingrates dans les usines, pourquoi pas. Ouais. Non, Hydra nous dit, mais on a déjà du mal à niveau boulot. Et même les métiers de bas échelle, cela remplacerait les robots. Après, ça peut peut-être créer d'autres emplois aussi. Ça peut- Ah ça Parce en qu'il faut les fait. entre- il faut les- Parce que même si eux, ils s'entretiennent entre eux, à un moment donné, il faut toujours quand même qu'il y ait quelqu'un au début à la fin du moment de la chaîne, quoi. Ranek Mmh. qui nous dit, disons que c'est bien mieux que les IA qui font de l'art. Ouais. Hydra, du coup, les gens pourront plus bosser et feront quoi? Bah attends. Oui, mais ça, attends, moi je veux bien qu'on ait ce discours, les gens ne pourront plus bosser. En attendant,
on bosse. C'est ça, Aujourd'hui, c'est que pour voilà, l'instant, les il y a du boulot. Et voilà, la pour chose que l'instant, l'on peut imaginer, c'est que si demain un univers robotique en fait vient à faire passer la société humaine, on va dire dans un aspect positif en termes de production, c'est-à-dire que grâce à la robotisation et l'automatisation, on est capable d'avoir de l'autosuffisance dans la production agricole, dans la production alimentaire, il y a peut-être des choses en fin de compte qui ne devraient plus, on devrait plus se poser la question de est-ce que c'est payant ou pas payant. Tout simplement. Que peut-être qu'il y a au contraire même il y a des éléments qui deviendraient tout simplement des produits de base que vous pourrez consommer parce que ben, elles sont produites en fin de compte à la chaîne et par l'industrialisation et donc il n'y a pas un aspect il n'y a pas besoin d'un aspect rentable à cette technologie. On peut imaginer plein de choses hein, mais et puis, je l'humanité aussi qui est en train de diminuer en termes de natalité, même dans tous les continents. On parlait de l'Afrique, mais apparemment même l'Afrique aussi, dû à leur, évolution de la industrielle de la société, pareil, une baisse de natalité. Donc, vu que la population se réduit, ça va aussi, être un facteur qui rentre en cause, quoi, aussi. Donc, on aurait donc aujourd'hui. Hydra qui oui, vas-y, je J'allais dirai après, rebondir Hydra. sur ce que tu venais de dire en disant qu'aujourd'hui, on a un gros problème avec les retraites parce que concrètement, il n'y a pas suffisamment de gens qui travaillent pour pouvoir payer les retraites ben, de nos seniors, tout simplement. Et peut-être que l'utilisation justement de robots comme celui-ci est une alternative aussi, tout simplement. Ouais, ouais. En termes de Hydra, richesse, en termes de productivité. bien sûr. Hydra qui nous dit: «On aurait une pénurie d'humains, OK, mais là, c'est dangereux. Pourquoi quelqu'un d'humain, il s'autosuffise?» Pour l'instant, ouais, ouais. Alors oui, un mec va investir des milliards dans des robots pour faire des services gratuits, évidemment. Mhm. Non, Alors je ça parle ça pas de c'est quelqu'un qui va le faire, je parle de plutôt de quelque chose qui s'intégrerait en fin de compte à la société au fur et à mesure. C'est-à-dire que par exemple, pour moi, le rôle d'un État, ce n'est pas de se faire de l'argent. Le rôle d'un État, c'est tout simplement de veiller au confort et au bien-être de sa population. Donc pour moi, la légitimité que j'aurais là-dessus, c'est que au lieu de payer des impôts sur des services en fait qui sont extrêmement, qui bouffent, qui consomment énormément, qui des fois n'ont aucune rentabilité ou aucune efficacité, parce que ça, on est un peu des spécialistes hein, dès qu'on parle du métier du fonctionnariat, c'est que on a des secteurs en fait qui ne sont pas rentables ou qui ne servent strictement à rien. Et si demain l'État investissait sur ce genre de développement, sur ce genre de technologie, on serait capable en fait de pouvoir, je sais pas, d'avoir des robots qui sont capables de produire eux-mêmes des propres robots, qui ont extrait du minerai par d'autres robots. Si on arrive ensuite à une chaîne où on a rempli, je sais pas, tout le service de l'aide, de l'assistance, de la productivité, peut-être que l'État pourrait se mettre à avoir des terrains agricoles qui sont privés et produire tout simplement ben, de la nourriture de base et dire ben, à chacun, un petit peu comme le modèle de la Chine au final, c'est-à-dire ben, chaque citoyen a la même ration, peut bénéficier de la même ration et cette ration, ben, elle est produite justement par ce cycle d'automatisation. C'est c'est pas quelque chose qui basculerait du jour au lendemain. Pour moi, c'est quelque chose qui se mettrait en place en fait avec le temps, peut-être dans une vingtaine d'années, peut-être dans une cinquantaine d'années, ne sait-on jamais. ouais, parce que là, attends, parce que là, pour l'instant, c'est une société privée, c'est la société, Ce sont des sociétés Ubex. privées, bien sûr. Donc il faudrait que les États rachètent les sociétés pour ensuite après les mettre dans le service public, c'est ça que tu voudrais, Tout dépend de l'évolution que l'on va faire. Si on parle déjà d'une vingtaine d'années, il faut savoir que les brevets ont une limite dans le temps, déjà au niveau technologie, et en termes de connaissances, les connaissances qui sont nécessaires pour développer ce type de technologie, elles sont pas exclusives à une entreprise. Elles sont généralement, elles sont d'abord préétudiées dans des universités, elles sont préétudiées en formation par des étudiants. C'est des gens qui vont apporter en fait des idées, des choses, des expériences. Et donc dans l'avenir, on pourrait s'imaginer des pôles qui se développent au sein d'un État pour développer ce genre de technologie. Je je sais pas, moi je suis plus pour l'instant dans la concurrence entre les entreprises pour faire avancer la productivité et l'amélioration de ces technos que de les refourguer aux États. C'est Mhm. pas après Avec je comprends le en truc, état hein, toi actuel, je suis tu d'accord. Avec le modèle ouais, actuel, je suis entièrement d'accord. En revanche, comme je disais, c'est quelque chose qui doit, dans le temps, s'intégrer petit à petit. mais en aucun état, ne se sucre pas au passage.
Déjà, le plein emploi aux humains, après, on verra. Hmm. Ah ouais. Je comprends vos avis, les amis. Hmm. Donc je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose du coup à ce sujet. Sinon, je vous propose que l'on passe au sujet suivant. Vas-y, vas-y. On bascule. Autre sujet, alors un peu plus sympathique du coup pour celle-ci. Là, on va Ah, parler, alors ça va remplacer aussi des emplois, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, vous aurez plus votre interprète avec vous lorsque vous allez vouloir discuter avec votre compagnon chinois ou votre compagnon russe ou indien, quoi. Mais une nouvelle technologie est en train de débarquer, c'est celui de la traduction instantanée. Par contre, comme je l'ai précisé sur mon post X, il ne s'agit pas d'une innovation puisque Google l'a déjà fait. Par contre, Apple est en train de créer, en fin de compte, l'émotion autour de ça, est en train de faire remarquer d'ailleurs que cette technologie existe, et on parle tout simplement de la traduction instantanée. Donc vous voyez les fameux écouteurs donc, que je possède ici, donc, qui sont des AirPods Pro, et ben avec iOS 19, du coup, qui devrait sortir la période septembre, on devrait voir débarquer en fait une technologie qui va permettre de pouvoir traduire en instantané les conversations que l'on pourrait avoir avec la personne qui est en face. Alors pour l'instant, comment ces choses pourraient être interprétées, parce qu'il y a des choses encore avec l'IA qui ne sont pas clean, c'est que déjà, bon, il y a des choses quand on fait des sous-entendus, quand on fait certaines interprétations, bah forcément, est-ce que d'une culture, par exemple, qui est la nôtre, occidentale, est-ce que ça passerait de la même manière si on discutait avec un Chinois ou si on discutait avec quelqu'un de l'Amérique latine? Parce que forcément, on aurait des références quand même différentes, on a des points de vue ou des expériences de vie qui sont différentes, donc il y a encore un défi à franchir. En revanche, dans le cadre, on va dire, de conversations simples ou de conversations qui pourraient, de gens qui n'ont pas du tout la capacité de pouvoir s'exprimer dans d'autres langues, ça pourrait faire sauter des barrières. Et ça, je soutiens énormément le projet qui se trouve là-dessus. Après, je me suis renseigné un petit peu sur les avis que l'on voit sur Internet, et il y a une chose qui est vraie, qui est à prendre en compte, c'est qu'il y a aussi un risque que toutes nos conversations futures, en fin de compte, qu'on fasse confiance aux IA, qu'on fasse confiance aux serveurs, et donc en fin de compte, aujourd'hui, on a toutes ces entreprises, on se plaint de ces entreprises qui récoltent nos informations quand on poste sur des réseaux sociaux, quand on poste sur Internet, tout ce genre de choses. Ben là, avec une technologie de traduction en instantané, on irait encore plus loin dans la capacité d'écoute, c'est-à-dire que là, même des conversations qui pourraient être hyper sensibles ou hyper sécurisées, potentiellement pourraient être enregistrées aussi. Tout dépend de l'honnêteté de l'entreprise qui pourrait se trouver derrière, en fin de compte. Ce serait très très difficile à contrer, justement. Donc, fausse bonne idée, ça, rien n'est moins sûr. Néanmoins, moi, par exemple, qui ai de grosses lacunes avec les langues de manière générale, parce que j'ai vraiment je sais pas, j'ai une capacité d'apprentissage avec les langues qui est un peu bloquante. Je vais souvent utiliser des phrases prêt toutes faites que j'aurais peut-être exercées 3, 4 fois pour pouvoir la ressortir devant la personne et tout. Euh, donc, moi, ce genre de technologie m'intéresse en tout cas. Toi, je sais pas, Dadou, si c'est quelque chose que tu utiliserais dans la vie quotidienne ou dans la vie courante, ou pareil, tu en penses, ou ce que vous en pensez dans le chat. Ouais, bah, si, carrément, c'est plutôt une bonne chose. Après, bon, il y a toujours le problème, comme tu dis, de la récolte de données. Il faudrait voir comment ça marche aussi, par exemple, quand tu veux draguer une étrangère et tout, justement, là-dessus, avec les expressions, les codes, si ça fonctionne correctement. J'avais pensé à ce type de scénario. Après, pour les entretiens professionnels dans certains secteurs et tout, en vrai, c'est quand même une bonne avancée, quoi, c'est sûr. Après, il y en a qui vont pas être contents, qui vont dire: «Oui, mais c'est bien d'apprendre les langues et tout». Je suis d'accord, hein, mais on en revient à ce qu'on disait, maintenant on fait plus de travail manuel, mais par contre on a remplacé ça par par des séances de musculation dans les salles de sport, tout ça, pour garder une certaine, forme physique. Mhm. Et ben là, c'est pareil, quoi, il faut continuer à pratiquer donc la langue, le français, à apprendre les langues étrangères et tout, mais c'est vrai que ce support, ça peut être que pas mal. Moi, je suis pas contre, au contraire, hein. Hydra qui nous dit après bon, si c'est pour savoir où est la gare en Russie, c'est pas non plus un sujet sensible. Et encore.
Regardez Mm. qui nous dit: «Non, mais quand on espionne ce que je dis à un vendeur dans un autre pays, Osef». Ouais, c'est clair, ouais. Et le H aussi qui nous dit: «Ça serait surtout approprié pour le tourisme, je pense». Ouais, bon exemple. Mm. C'est vrai que Bah, pour le tourisme, et même j'ai envie de dire dans le cadre professionnel aussi, puisque bah, avec le métier que je fais, il m'arrive d'échanger avec sur certaines marques, sur certains produits, il m'arrive d'échanger avec la Turquie, il m'arrive d'échanger avec la Chine, d'échanger avec Taïwan également, d'échanger avec le Japon aussi. Bon, pour le côté américain, côté anglais, c'est un petit peu plus facile, parce que notre société fait qu'on est un peu plus habitué en fait justement aux langues anglaises. Mais par contre, si demain tu veux négocier avec des Norvégiens ou des Suédois, alors vous allez tous me dire, bah c'est simple, bah, tout le monde a qu'à parler anglais et ça suffit. Mais une fois de plus, comme je disais, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes capacités d'apprentissage. Et là où moi, par exemple, mathématiquement, je n'ai jamais eu de difficultés, ou même l'informatique, où pour moi c'est presque de l'inné quand je touche une nouvelle technologie ou quand je vais sur quelque chose. Alors bien sûr, il y a toujours un aspect apprentissage, mais j'ai plus le côté inné en fait lié à l'informatique et la technologie que je pourrais l'avoir avec le côté des langues. Et même en partant plusieurs semaines dans des pays étrangers, je finis par développer des codes, comprendre un petit peu à le baragouiner en fin de compte, donc apprendre des choses, mais étant donné que je ne le pratique pas suffisamment, ça part c'est très vrai très vite que aussi. c'est vrai que quand, par exemple, quand tu pars en Suisse, après tu reviens, tu parles bien français. J'avoue que c'est un bon Non, mais l'exemple de Berlin où tu vas t'amuser par exemple à apprendre des mots en allemand, à pouvoir t'exprimer, à pouvoir demander les choses, ce genre de et autres, tu vois. Donc moi je vais avoir tendance à faire l'effort, mais il y a des moments où c'est vraiment pas évident, où t'as vraiment pas envie, ou quand t'as envie, ça te limite parce que des fois t'as envie de rentrer plus loin dans la conversation et tu peux pas. En fin de compte, t'es limité. Hmm. ouais, ouais, Donc c'est voilà. vrai que En revanche, comme on disait, bah, il y a l'aspect un petit peu surveillance hein, qui pourrait bah, venir nuire, notamment dans le monde professionnel. Pépone, il prend, ah, mais c'est le voisin, il entend, il n'aime pas être dérangé par le bruit, pardon, hein. Et en parlant de surveillance et autres, alors attends, qu'est-ce qu'il y a donc H qui nous dit. Alors d'abord donc Ranek. Dans le cadre pro, hop, dans le cadre pro, c'est plus sensible par contre. C'est ça, c'est que c'est beaucoup plus sensible dans le cadre professionnel. H qui nous dit après professionnel, ça dépend selon la sensibilité des données. C'est ça, c'est qu'un vendeur qui est en train de te donner, voilà, quelle est votre taille de pantalon, quel est votre truc, etc. machin, c'est sûr que c'est un petit peu moins embêtant que le gars qui est en train de développer son business, qui a un projet par exemple. D'action hostile sur une entreprise concurrente et qui est en train de développer sa stratégie marketing, là ce serait un petit peu plus compliqué. Voire même des fois quand on parle autour d'un brevet ou d'un projet secret, tout simplement. Autre sujet, autre élément, tout en parlant de surveillance, les amis, il s'agit de ce petit post donc que j'ai relayé, qui était un post donc de Serfia, du coup. Flash, le Parlement a définitivement adopté la loi sur la sécurité en transport. La vidéosurveillance algorithmique expérimentée pendant les JO a été prolongée jusqu'en mars 2027 pour les grands événements. Elle permet de repérer les comportements suspects. Hop, suspects, les mouvements de foule, armes à feu, etc. Elle pourrait être censurée par le Conseil constitutionnel selon des députés. Les forces de sécurité RATP et SNCF, etc. pourraient également mener des palpations, saisir des objets sans avis du préfet. Donc, il y a du mouvement et je tiens à dire que tout ce qu'on vous annonce en fait avec le Home Morning et Ozing depuis ces 2-3 dernières années, ben on est dedans, hein, on est complètement dedans et on y va. C'est-à-dire que cette technologie ben, va s'insérer au sein de la société de plus en plus, la surveillance d'État se fera de plus en plus. Aujourd'hui on nous parle un petit peu de ce genre voilà, ça va être pour les manifestations, pour les grands événements, etc. Mais
je pense aussi que ça va permettre d'être une arme véritablement contre l'expression du peuple. C'est-à-dire que demain, entre la surveillance sur les réseaux sociaux, les backdoors que l'on veut mettre absolument sur tout ce qui est Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger et messagerie privée, plus la vidéo algorithmique, en fait, demain, on ne sera plus en capacité de pouvoir manifester en France sans que l'on soit signalé ou qu'on fasse l'objet d'une surveillance par l'État. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que ça voudrait dire que toute personne qui tenterait potentiellement à l'avenir de lancer légitimement une manifestation parce que on le voit, que ce soit les gilets jaunes, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les transporteurs, les médecins, les écoles, tout ça, on va pouvoir tuer très clairement la poule dans l'œuf, hein, avec ce genre de technologie. Et donc c'est ça qui me fait un petit peu peur, c'est le maintien de l'ordre par la population, par l'oppression de la technologie. Et on l'a aussi vu à travers une vidéo d'Amnesty International qu'on avait diffusée, pour certains, si vous vous en rappelez, toi Dadou, je pense que tu t'en rappelles aussi, où les gens finissaient par eux-mêmes, en fin de compte, s'auto-censurer dans le public, et en fin de compte, à adopter des comportements, des réflexes de comportement, pour ne tout simplement pas paraître suspect, pour ne pas paraître anxieux ou inquiet, et on le voyait avec cette vidéo d'Amnesty International où dès que la personne commençait à ressentir un malaise, un inconfort ou quelque chose, et tout de suite il y avait un contrôle de police qui était fait derrière parce que attention, cette personne paraît bien agitée, que ce soit légitime ou non, parce qu'une petite contrariété, parce qu'un retard, parce que quelqu'un qui aurait eu un mauvais comportement. Et en fin de compte, celui qui afficherait un beau sourire bien béat, lui serait totalement ignoré par cette technologie, et à l'inverse, celui qui aurait des soucis et autres, pourrait se voir en fait être contrôlé à chaque fois qu'il prendrait les transports. Voilà. Donc c'est un peu la discrimination, on l'a très bien vu aussi, et Amnesty International l'a très bien décrit également. La discrimination par l'IA est d'ailleurs renforcée. Donc voilà. Donc, on y est. Est-ce que la Constitution va dire non? Ça, rien n'est moins sûr, et je pense pas qu'ils bloqueront le sujet. J'avais partagé justement Teddy Boy qui avait réagi C'est vrai. à ça, donc si tu peux l'afficher, comme ça je vais un peu répondre parce que je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Notamment donc le fait que voilà, donc Robocop ou rien, ça ne servira qu'à traquer les irrégularités fiscales et les manifestants, leurs caméras, donc là-dessus ils rajoutent les irrégularités fiscales en plus des manifestants comme tu as dit. Les jugements sont longs, on a la police dans les prisons, on n'a pas de place dans les prisons, pardon. On relâche les multirécidivistes, les agresseurs sont déjà connus des services de police. Donc en fait déjà tout est déjà fait en termes de sécurité, c'est juste qu'on a un problème de justice en France. Et par rapport aux forces de l'ordre aussi, donc on sait très bien, voilà, enfin c'est très bien. On suspecte beaucoup que ces technologies vont pas servir à la sécurité des citoyens, mais à faire plus de répression. Et moi je peux que le rejoindre là-dessus en fin de compte, parce que j'y crois pas trop. Je serais plus moi dans un fantasme technologique avec, comme il dit, un Robocop qui serait là pour protéger les gentils citoyens. Mais c'est pas trop le projet de l'État en fait, parce que l'État il aime bien avoir de l'insécurité pour avoir ensuite après des systèmes pour mettre en place des contrôles, hein. Alors après, traitez-moi de complotiste, mais factuellement, depuis ces 10-20 dernières années, c'est un peu le cas quoi. Après c'est très bien, on a quand même vu des résultats, hein. C'est vrai que les JO de Paris se sont très bien passés, ça a été super efficace en termes de sécurité, mais je sais pas. Sachant que l'IA Ouais. n'a pas totalement été utilisée durant les JO, puisque les personnes sur qui ils ont utilisé la technologie IA durant les manifestations, soi-disant, c'était des personnes qui étaient en accord avec le fait de se faire surveiller. Donc, c'était plus à des fins de test, et donc pendant les JO, on n'a pas véritablement utilisé l'IA pour protéger en fait l'événement. Donc, comme quoi, on est capable de le faire sans. Pourtant, la technologie était bien déployée. Ça a juste permis de faire des tests. Mais ils n'ont pas été utilisés. Donc les rapports ont été présentés. Et l'IA n'a pas été utilisée par contre contre la foule ou ou pour les manifestants. Ça a été vraiment à des fins d'expérimentation. Donc la police a fait tout ce travail de sécurité sans bénéficier de l'IA. Comme quoi c'est faisable. Bien sûr.
Donc bon, et Ira qui nous dit état totalitaire, hâte qu'il fasse ça à la gare, vu tous les retards, etc. Et j'ai pas vu de gens sereins. Ouais. Mmh. Oh putain. Bah c'est ça en fait un petit peu le problème. Donc, euh, donc voilà. Affaire à suivre, on va voir ce que ça donne. Et les amis, on va terminer avec un dernier sujet qui est innovation et découverte. Et là-dessus, bah en fait, c'est des images que j'ai envie de vous partager, donc d'un post X que j'ai retweeté, pareil, pendant la semaine. Il s'agit tout simplement des images de Curiosity. Ah ouais, bien. Ouais. Ouais, c'est cool ça. Donc voilà, là c'est un petit peu de douceur. Après tous ces sujets hyper lourds, hyper angoissants, hyper stressants, voilà, j'avais envie de terminer quand même par une petite note un petit peu incroyable, puisque là les images que vous êtes On en vous train de emmène au percevoir, Sahara là. au Sahara de Mars, Ah concrètement. ouais. Et oui, parce que Curiosity, donc ce fameux robot autonome qui fonctionne du coup sur Mars et qui est en train de parcourir tout simplement toutes les plaines, toutes les dunes, toutes ces montagnes et tout, qui fait des relevés et autres, bah voilà, vous avez une image ici présentée à 360 degrés de cet environnement qui est Mars. Euh, je vais juste faire une petite chose, je vais vous mettre le son parce que on entend également le son qu'enregistre Curiosity. Et je trouve ça génial de se dire que ce qu'on est en train d'entendre et ce qu'on est en train de voir, c'est tout simplement quelque chose qui se situe sur une autre planète. Voilà, je vous balance le son. C'est ouf, c'est quoi ce bruit? Une Mhm, sorte de vent, mais c'est ça. bon, c'est le robot qui fait du bruit comme ça aussi là. Le robot génère aussi un certain bruit, mais ce son sourd que vous entendez en arrière-fond et tout, ce n'est rien d'autre en fait que l'atmosphère en fait, tout concrètement. Mhm. Ça fait vraiment son de SF, sauf que là c'est pas de la SF, là c'est de la, Pas de la SF. c'est de la S et pas de fiction. Le bruit du moteur, ouais, c'est possible. C'est ça. La CGI a sacrément évolué, dites donc. Ah, t'as vu, hein, c'est pas mal le ray tracing. Et donc du coup aussi petite chose, alors je suis pas un expert en fait par rapport non plus au projet Curiosity, mais j'avais cru lire en tout cas dans un article précédent que le son se propageait différemment sur Mars que sur la Terre, parce que déjà ce qui compose l'atmosphère de Mars, bien évidemment, n'est pas le même que chez nous. C'est une atmosphère qui est beaucoup plus lourde, je crois. Donc tout ce qui est son, tout ce qui est vibration ou autre ne se propage pas tout à fait de la même manière. Mais voilà. Je trouve ces images extrêmement impressionnantes de se dire voilà que ça c'est ça, tout simplement. Et vous voyez également ce ciel, donc ce ciel qui n'est pas bleu comme chez nous, hein, qui est plus un peu orangé Jaune, hein. jaune, hein, Ouais. donc qui est complètement en fin de compte à la couleur de la planète. Donc preuve, une fois de plus, que si notre ciel est bleu, ce n'est pas parce que l'atmosphère est bleue, c'est parce que ce n'est simplement que le reflet de nos océans et de nos mers. Et donc si demain notre atmosphère devient verte, c'est que nos océans deviennent verts. Ah, c'est marrant, un ciel vert, tu veux dire Ben, avec la pollution et autres, c'est ce qui pourrait arriver. Ah, hop là, fact-checking, le H qui dit Ah, non. fact-checking, on veut bien si t'as des infos. Ouais. Il va nous dire que la Terre est plate. Tu vois que c'est tout si c'est des conneries là, j'en Ah. suis sûr. Tu vois, je savais. Eh le H, je t'ai vu venir, je savais que t'étais un platiste. Attention, il va nous la sortir celle-là. Ou alors non, l'eau est bleue parce que c'est le reflet de la lumière dans Il va nous l'atmosphère et dire, l'oxygène. c'est des images tournées en studio. Je sais, j'en ai un en bas de chez moi. Tu vois. Hmm. Alors, Mars, ça existe pas vraiment. C'est ouais, c'est oui, enfin, ça existe pas vraiment. Il y a quand même les bonbons, j'allais dire. Putain, les bâtonnets. Ah, je sais plus comment on dit ça, les trucs au chocolat là. Elle est pas plate, mais en C'est forme ça. de donuts, voyons. Bah oui.
C'est Alors, parce en que fait, les rayons bleus, les rayons de la lumière bleue sont diffractés. diffracté, Ouais. diffracté, ouais. Je sais plus le bon terme, par notre atmosphère, vu qu'ils sont au bout du spectre. Non, et tu OK, as raison, et alors le fait de me dire ça, oui, ouais, c'est moi, my bad. Comme quoi, OK. faut pas que je fasse toujours confiance à ma mémoire. Il y a ChatGPT, hein, tu lui demandes, dis: «Pourquoi le ciel est bleu?» ChatGPT. Et c'est pour Oui, ça, oui, quand oui. le soleil passe par une plus grosse couche d'atmosphère pendant le coucher de soleil, le ciel est rouge-orange. Ah! Hmm. Non, mais t'as raison, c'est moi qui ai dit de la merde tout à l'heure. Donc merci, merci H d'avoir rectifié. C'est pour ça que vous êtes là aussi dans le public, hein, c'est pour pouvoir justement nous rectifier si jamais on dit une connerie. Je rigole Dadou, mais je viens de poser la question. Bah oui! Bon, en tout cas, les amis, cette émission touche à son terme, hein, tout simplement. Donc, on arrive au bout. Je reviens du coup sur les sujets initiaux, donc de l'actualité autour de Housing. La première, c'est que on a eu hier soir, du coup, la vidéo, donc la table ronde autour de Monster Hunter, donc avec l'émission On Teste. Et derrière, donc, on avait nos invités, donc émission gérée par Ranek. Et on avait Dadou qui était présent, ainsi que nos invités Drakan et Dragon. Euh, Également, donc, cette émission sera rediffusée sur YouTube durant la semaine. Mais en attendant, si vous voulez aller la voir, elle est disponible sur Twitch. Elle est dans la playlist donc liée au contenu du samedi soir et du vendredi soir, pardon. Et vous allez pouvoir la regarder. L'autre chose aussi, toujours en lien avec l'émission de hier soir, c'est n'oubliez pas les amis, si vous avez joué à Monster Hunter, sachez que les votes sont ouverts afin que vous puissiez tout simplement donner une note au jeu. Et donc, la dernière vote date de ce matin à 9h51, du coup. Donc, voilà, c'est la moyenne donc par rapport à ce que vous avez décidé. 666, le jeu du diable, exactement. Donc n'hésitez pas à aller voter, hein, tout simplement, si vous avez expérimenté le jeu ou que vous l'avez fait. Mais voilà. Faut que j'aille voter, je vais pas faire, ouais. Tac, tac, tac. Ah mais nous on en veut hein, en fait hein, très clairement parce que il peut arriver que je dise bah, soit parce que l'actualité en fait ça va très très vite. Il y a des sujets que je connais parce que c'est des choses qui m'intéressent depuis des années. Il y en a d'autres un petit peu moins parce que c'est le sujet où je me suis renseigné sur la semaine, donc on va pas prétendre que sur la semaine je suis devenu un expert non plus. Et au contraire c'est votre avis qui va nous permettre aussi d'améliorer, de rectifier tout ça. Et comme vous le voyez, même quand on nous signale du contenu qui a été erroné dans un home morning précédent, en général, on tente de le rectifier sur l'émission d'après. Je pense que c'est la manière la plus honnête de travailler. Ouais, après on peut dire des conneries, hein, c'est pas l'essentiel c'est de revenir dessus, quoi, c'est Tout à fait. Bah écoutez les amis, cette émission touche à sa fin. Comme d'habitude, on se retrouve sur Discord si vous voulez venir discuter, échanger. On va basculer du côté du public du coup avec Dadou, souvent dans le salon serpent hein, sur lequel on est beaucoup connecté. Merci excellent ça. Evely pour le petit partage pour Discord. Donc vous avez le lien qui est disponible si vous voulez nous rejoindre pour venir discuter, échanger. On est là un petit moment. Et puis sinon, bah écoutez, pour le reste du contenu avec Ozing, la prochaine émission, alors j'ai un petit doute parce que je crois qu'il y a un truc qui a été changé entre le 5 et le 12. Je Ouais, je crois crois qu'il que n'y aura pas Ray l'émission le 5, ouais, l'émission sera faite le 12 à la place, oui, parce que Ray est en Chine en ce moment, et il revient je crois le 6 ou le 7 avril, du coup. si c'est Donc pas fait enlever par des robots, là-bas, c'est ça.
Donc, le 12, ça devrait être la suite de Pico Park, et notamment ce sera le jeu Pico Park 2 cette fois-ci. Donc, soirée commu. Et sinon, ce sera, donc c'est le 11, vendredi 11. Et sinon, on a également donc une autre émission, comme je le rappelle, qui sera prévue le vendredi 18, qui sera une autre émission On Test, qui lui sera, qui sera présentée du coup par Ranek également. Pour ma part, je reste connecté sur les réseaux sur X toute la semaine. Pareil pour Dadou, vous pouvez nous suivre du coup sur nos comptes respectifs. Donc hop, voilà, hop. Les partager aussi. Mais oui, je suis désolé, c'est en réflexe. Ah non, le point d'exclamation Macron fait pas. Ah oui, je l'ai vu, tu l'as fait au-dessus. Pardon, Evie, pardon. Voilà. En fait, c'est parce que je suis dans ma lancée, tu vois, je suis dans ma routine de fin de Home Morning, donc du coup, voilà. Michel Polnareff. Je pense qu'on pourrait s'amuser à faire des petits trucs comme ça en plus. En tout cas, les amis, c'était un plaisir d'avoir fait cette émission avec vous. Comme je vous disais, le Home Morning, ça continue toute la semaine sur X à travers les réseaux sociaux. Sinon, pour ma part, on se retrouve samedi prochain pour la suite de l'émission, tout simplement. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, on vous fait de gros bisous et à très bientôt avec les animations de Housing. Ciao tout le monde. Salut!